Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal. À la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Oui, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. L'automne est parmi nous. Je devrais pas dire ça va super bien, mais moi je suis un optimiste. Les choses ne m'affectent peu. En fait, ta santé va bien. C'est sûr qu'on est en pandémie, mais si on n'attrape pas, ben c'est bien. Ouais, je me souviendrai toujours une de mes filles à un moment donné. Elle m'a dit, mon père, c'est un robot. Parce que je suis toujours comme, je suis toujours à peu près sur le même niveau d'émotion. Donc, moi, je suis vraiment pas, je suis pas Jean Leloup, là, qui se promène, il y a des hauts, il est super hype, il y a des downs, c'est pas moi, ça. Moi, je suis pas mal tout le temps sur le même niveau d'émotion. Ce qui a ses avantages, puis aussi ses inconvénients. Ça veut dire qu'on va me faire un super cadeau. Je suis comme, ah, merci, tout ça. Puis les gens me regardent et disent, ben, t'as pas l'air content. Je dis, ah, je suis super content. Ça paraît pas tant que ça. Je dis, oui, je suis content. Donc, les gens qui me connaissent, ils savent que juste le fait que je vais dire, je suis content que finalement, Guy, tu pourrais quasiment dire que je m'enthousiasme plus quand je vais parler dans un podcast de techno que... Ah oui, absolument. Comme aujourd'hui, là, c'est un sujet là, parfaitement qui est dans tes cordes, là. Oui, ben en tout cas, de ce temps-ci, de plus les années passent, plus je m'intéresse à tout ce qui est plus la gestion, en tout cas les relations humaines, donc tout ce qui touche finalement. Parce qu'un logiciel, c'est vrai que c'est important la technologie, mais ça reste que c'est des êtres humains qui le construisent, puis Absolument. C'est des organisations, puis ça a ses défis. Hey Mario, moi je veux mentionner le fait que maintenant on publie sur plusieurs plateformes le podcast. Donc, oui, les gens sont peut-être habitués d'y accéder via le hoster qu'on utilise, s'appelle Libsyn, mais maintenant on retrouve le podcast sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur Apple Podcasts, iHeartRadio, sur Deezer, sur Stitcher. Donc, vous n'avez qu'à utiliser votre plateforme là préférée, là, soit YouTube, Spotify ou les Google et Apple Podcasts là, puis vous abonner, puis vous allez pouvoir écouter le podcast avec votre plateforme préférée là, finalement. Mais il y a beaucoup de ces plateformes-là où on était déjà là. C'est juste que toi, t'as comme officialisé Spotify, je pense, parce que... Ben, Spotify et YouTube dernièrement, puis sur Google Podcast, on était là, Apple aussi, mais on l'avait jamais mis de l'avant, là. Donc, ça c'est intéressant. Ça donne un choix aux auditeurs. Écoute, tu sais que ce mois-ci, on commence notre 17e année. Donc, il y a une raison pourquoi on a même mis ça dans l'emphase, c'est qu'ils se retournent en 2004-2005. C'était un feed RSS, ça s'arrêtait là. Ah ben oui. Je pense qu'à un moment donné, l'iPhone est arrivé, puis là, on a capitalisé sur... c'est ce qui a donné de l'essor là, au podcast, parce qu'au début, c'est sûr que ceux qui écoutaient notre podcast... En tout cas, moi, je me souviens, à la même époque, quand je commençais le podcast, j'écoutais beaucoup .NET Rocks. Puis pour les écouter dans mon auto, c'était sur un CD, donc je brûlais le podcast littéralement sur un CD que j'écoutais dans l'auto. En réalité, j'en ai brûlé pas juste un, là, je brûlais comme un paquet, là, puis j'avais des heures et des heures de podcasts à écouter quand j'avais à me déplacer. Mario, on pense à ça, il y a des gens qui vont nous écouter qui sauront même pas c'est quoi un CD. Ouais, hein, c'est épouvantable quand on pense à ça. Au moins, t'as pas dit une cassette. Non. Mais quand j'étais étudiant universitaire, moi j'ai connu l'époque où j'allais à la bibliothèque de l'Université de Montréal, puis on pouvait emprunter des cassettes. Donc c'est comme ça que je me suis fait une super collection, en tout cas de jazz. J'empruntais la cassette, puis là je m'avais acheté un petit enregistreur qui me permettait de faire des copies de cassettes. Là, on avait maintenant du Dave Brubeck, en tout cas, on pouvait écouter ça le soir quand on recevait les amis. Donc, bon.
Puis malheureusement, mais ces cassettes-là, 3 ou 4 mois après, Money se mettait à aller mal. Puis c'était en plus la qualité qui était pas bonne. Là. C'est pour ça que les artistes dans le temps faisaient de l'argent, hein, parce qu'on achetait la même cassette 3-4 fois. Là. En plus, c'est vrai, hein, effectivement. Bon, trêve de nostalgie, là. Oui, nostalgie, quand tu nous tiens. Aujourd'hui, notre invité, c'est Patrick Bélanger. Bonjour Patrick. Bonjour messieurs. Hey, salut. Allez, salut. Écoute, on est très heureux parce qu'on va parler avec toi. Tu vas faire le tour d'un livre qui s'appelle Zone to Win, c'est le bon titre, hein? C'est en plein ça. Puis tu vas en parler dans le contexte de ce que tu vis actuellement dans ton entreprise. Donc, ça sera pas juste qu'on va faire le tour du livre, en tout cas essayer de résumer qu'est-ce que c'est le livre, mais on va essayer d'en faire un peu un cas pratico-pratique, rendre ça un peu plus concret. Ben oui, puis écoute, ça va venir des trips, fait que gênez-vous pas là si vous trouvez que je suis trop dans les nuages. Là, je sais qu'on aime bien ça par ici parler du cloud, mais si vous voulez que ça soit un terrain, on va y aller. Moi, je t'avouerai que lorsque on nous a contactés pour dire hey, ce serait le fun de faire une émission, quand le livre, je le connaissais pas du tout, mais par contre, l'auteur, je le connaissais. Parce que, donc, juste pour situer, qui est l'auteur de ce livre-là, Zone to Win? Ben oui, l'auteur, c'est Geoffrey A. Moore, fait que certains là, des auditeurs vont peut-être se souvenir, c'est à lui qu'on doit là, le très bon Crossing the Chasm. Fait que c'est un livre-là qui expliquait un peu comment qu'on peut faire pour entre les phases où ce qu'on est en très early là au niveau de l'adoption de nouvelles technologies ou de choses comme ça, comment qu'on fait pour pouvoir amener ça vers quelque chose qui est plus mainstream. Mm-hmm. Donc ce fameux monsieur-là, Geoffrey Moore, moi, écoute son livre Crossing the Chasm, parce que bon. Tu sais, la formule habituelle d'émission, là, c'est on va faire ta bio, on va parler du livre, mais j'aimerais juste clore l'histoire de Geoffrey Moore, parce que moi, c'est ça qui m'a attiré quand tu m'as parlé du sujet. C'est sûr que on va, pour nos auditeurs, puis pour notre bénéfice à tous, je veux qu'on parle de ta bio. Mais le fameux Geoffrey Moore, on parlait tout à l'heure en introduction que je faisais des copies de cassettes quand j'étais à l'université. Bon, un moment donné, à l'université, j'ai fait une maîtrise en management de la technologie, et un des livres qu'on lisait en management de la technologie, c'était justement Crossing the Chasm. Donc, c'était un de mes livres d'école. Depuis ce temps-là, il y a une deuxième édition, je pense peut-être même une troisième édition. Il a rajouté des chapitres supplémentaires. Mais à l'époque, pour nous, c'était une grosse prise de conscience. On se disait, oh wow, quelle compréhension de ce que c'est le processus d'innovation. Si on le résume, assez simplement, c'est que lui, sa clé, c'est qu'il a dit, écoutez, les gens qui vont adopter des nouvelles technologies ont un profil particulier qui est pas le profil normal des êtres humains normaux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 3-4% de la population qui sont en anglais on dit des early adopters, donc des adopteurs précoces. Et ces gens-là vont tester tout, puis les autres, ils aiment ça, les affaires qui sont neuves, qui souvent même vont accepter que les choses marchent pas très bien. Mais les autres 96% de la population, et eux autres, là, ils achètent les choses souvent parce que, premièrement, leurs voisins, là, ils se disent, ah, ben là, si c'est bon pour l'autre, ça devrait être bon pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de monde sont pas à la recherche de dernière innovation. Et ce que ça crée, c'est que entre un produit qui commence à être adopté par, justement, les adopteurs précoces et la vraie réalité, il peut se passer plusieurs années, un fameux gouffre, d'où son titre Crossing the Chasm. Puis une des idées qui, pas une idée, mais un exemple qu'il nous donnait à l'époque, nous parlait, tu sais, dans les années 60, le fameux photocopieur, c'était inventé par chez Xerox Lab, dans les années 50, je pense, même pas 60. Mm-hmm. Et ça a été parce que pendant 20 ans de temps, dans le fameux gouffre, c'est-à-dire que on n'était pas capable de réduire les coûts, la technologie et tout. Puis c'est juste dans les années 70 que le photocopieur est vraiment apparu. Puis donc, il y a des gouffres comme ça entre une innovation puis vraiment qu'un produit devienne qui vienne adopté par beaucoup de gens. Puis son livre Crossing the Chasm a vraiment mis ça en lumière. Puis donc c'est un monsieur qui c'est une sommité. Là. Quand on parle d'innovation, Geoffrey Moore, là, c'est la personne. Puis bon, je suis un consultant émérite. Et là, il vient d'écrire un nouveau livre qui s'appelle Zone to Win. C'est ce qu'on veut parler. Moi, Patrick, avant de parler du livre, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Donc, est-ce que tu as un profil typique de quelqu'un qui était technique développeur ou tu viens vraiment plus du champ gauche pour te retrouver chez... Bon, tu travailles chez NMedia. Oui.
Puis donc informaticien à la base ou pas du tout? Informaticien à la base, mais quand même une drôle de bébite, là. Ça, faut que je l'avoue, là. Je pense que tout le monde qui me côtoie aussi vont être assez d'accord, là. J'en entends déjà une coupe rire en arrière en écoutant le podcast. On est effectivement une petite bébite spéciale, là. J'ai toujours trippé bien gros technologie, mais quand que j'étais à l'époque au secondaire, tout ça, on faisait des tests, tu sais, pour s'orienter. Puis là, il m'avait fini par me placer dans une catégorie où il y avait juste rabbin comme position. Ça m'intéressait pas particulièrement, mais c'était un mélange au milieu de tout ce qui était un peu le savoir au niveau de l'entrepreneuriat puis au niveau d'aider à résoudre des problèmes complexes. Fait que ça tombait en plein milieu de cette talle-là. Fait que c'était autant là, l'aspect, je suis un grand technophile, là, j'en mange de la technologie, ça c'est indéniable, mais j'aime aussi que les efforts qu'on met puissent devenir des transformations pérennes dans le temps. J'aime ça que si on passe tant d'efforts que ça à coder là, puis à développer, je veux que ça soit utile pour les gens. Je veux que ça devienne quelque chose que les gens vont pouvoir pointer ce doigt en disant ça vient de changer ma vie pour le positif. Fait que c'est ça qui m'a drivé. J'ai fait une carrière qui était basée sur la technologie en partant. Fait que la traditionnelle, là, DEC en informatique, un bac en informatique, après ça un DESS basé sur l'informatique dans le domaine médical. Puis par la suite, c'est ça, architecte logiciel, programmeur. Puis rapidement, quand je suis arrivé chez Nmedia, il y a 13 ans, on était 6 à l'époque. Moi, je voulais partir ma boîte. J'ai parlé avec les associés de l'époque. Puis je leur ai dit c'était quoi mes intentions. Puis on a passé ça là, de 6 quand je suis arrivé à présentement, là, on est à peu près 90-95. J'ai un peu perdu le décompte cette semaine, là, je dirais. Mm-hmm. Donc, t'es presque dans les fondateurs de Nmedia. On peut presque... Bon, Nmedia a vécu plusieurs stades, effectivement, puis là, on est rendu à 20 ans, fait qu'on fête notre 20e année cette année, fait que bien content, bien fier de ça, fait qu'on est rendu à 20 ans, puis moi, je suis arrivé, la compagnie avait déjà 7 ans de fête, puis on était là surtout à faire des sites web à l'époque, puis moi, ce que je pense que j'ai contribué à amener chez Nmedia, c'est le volet de services professionnels, de faire consolider là, les créations de produits, les services pro, la R&D, tout ça pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse exploser dans ce segment-là. OK. Et c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. Puis effectivement, chez Nmedia, on est une torbinouche de belle équipe. On parlait un peu là, de ce qui se passait à côté chez nous. Puis en fin de semaine, pour ma part, là, j'ai lu là, l'excellent roman d'une Nmedienne, Cynthia Massé. Alors, Cynthia Massé, qui est rédactrice chez nous, a publié un roman qui s'appelle Chérie, qui est disponible là, aux éditions Tête Première. OK, c'est pas un livre technique, là, c'est vraiment un roman. Zéro une barre technique, là. C'est pour ma part, je l'ai mis à mi-chemin entre Saint-Exupéry puis Welbeck, là. À mi-chemin avec Taylor Swift. Okay. Fait que, je sais pas si ça va aimer la comparaison. Mais c'est un excellent roman. Ça s'appelle comment le roman s'appelle Chérie, C-H-E accent aigu R-I-E. On va mettre un lien là, sur le site du podcast. Ah, ça, c'est une bonne idée. OK. Donc, on veut parler de Zone to Win. Oui. À la base, là, toi, tu t'intéressais à ce livre-là parce que, bon, c'est le hasard qui a fait que t'es tombé sur Zone to Win ou t'en as entendu parler ou est-ce que vous aviez comme un problème à résoudre? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au livre de Jeff Lemire? Rendu là, j'avais un problème existentiel qui me pesait depuis quelques années. Rien de moins. On s'en va sur Hamlet. J'étais en charge chez Nmedia d'un de nos produits qui s'appelle Follow My Bid, qui est un outil pour aider à faire des encans silencieux. Fait qu'il y en a peut-être là, parmi les auditeurs qui vont se souvenir. Là, on a fait 2 webinaires récemment avec les amis chez Microsoft par rapport à comment on a pris une plateforme SaaS puis qu'on l'a réécrite basée en Function as a Service, puis en passant en mode Function as a Service, à quel point qu'on est allé chercher là, des gros improvements dans la plateforme. Fait que pour cette plateforme-là, on en faisait la gestion dans Nmedia, un peu de la même façon qu'on faisait la gestion de tous les services professionnels qu'on fait là. Fait que de la même reddition de compte, là, combien d'heures qu'on a mis dans le mois, par sprint, de faire les planifications puis comme ça, mais autant qu'on était bon à servir nos clients puis tout ça, puis que le succès colle à qu'est-ce qu'on fait normalement, on va toucher du bois, on avait quand même un gros problème de coordonnées mal chaussées, là. Un vrai problème par rapport à ça. OK, donc si je t'entends bien, vous utilisez la même façon de faire de la reddition de compte que si c'était un projet que vous faites pour un de vos clients, donc exact. Du service conseil. Mais là, vous étiez dans un contexte de on crée un produit, mais vous utilisez la même approche au niveau de la gestion que si c'était du service conseil. C'est en plein ça. Merci de me le ramener comme ça. C'est en plein ça. On faisait la même reddition, les mêmes moments, les mêmes genres de KPI. Moi déjà, tu sais, ça me dit, tu sais, ça fait un gros non.
T'as bien raison. T'as bien raison. Mais tu sais, je te dis, on le faisait comme ça dans le micro, je te dirais. Tu sais, dans le macro, on le considérait différemment. Fait que il y a mon collègue Louis David là, qui a fait un excellent podcast avec vous là sur les OKR, Objective and Key Result. Mm-hmm. Fait que dans ce podcast-là, justement, tu sais, de la manière de très macro, on gérait Follow My Bid avec ses propres objectifs, ses propres façons de compter et tout ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte après quelques mois qu'on roulait comme ça, c'est que on avait des anticorps dans la compagnie. Puis c'est pareil comme les anticorps dans le système sanguin là. Ils sont là pour nous protéger. Ils ont été créés parce qu'ils ont vécu des attaques par rapport à d'autres choses dans le passé. Ils ont réussi à développer leurs dents puis à sonder pour découvrir qu'il y avait une situation anormale puis comment on fait pour pouvoir y réagir. Fait que ces anticorps-là ont une très bonne raison d'être là. Puis ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est quand on gérait Follow My Bid dans le mode très macro en se disant, bon, ben, c'est combien de personnes, de quelle expertise qu'on est prêt à mettre dans le projet, puis c'est quoi les grands moments qu'on veut viser, puis tout ça, ben les anticorps, eux, étaient à l'action. Donc, donne un exemple concret d'anticorps. Qu'est-ce que tu entends par ça? Un exemple concret, c'est qu'on se disait, bon, ben parfait, tu sais, pour le prochain, mettons, on se donne un milestone de 3 sprints. Fait que là, pendant 3 sprints, on va investir, disons, à hauteur de 20 heures semaine d'expérience utilisateur dans la plateforme. Fait que là, ça, c'était facile à énoncer en termes d'objectifs and key results. On est capable de le mesurer facilement, on est capable de le suivre. Puis c'est quand même quelque chose qui est assez simple là, à percevoir. Mais après ça, quand on arrivait au quotidien, quand on regardait la planification des gens de plusieurs façons, fait que soit qu'on la regarde en gestion de projet ou en coordination ou au niveau de la direction, ces gens-là qui regardaient les KPI, regardaient, puis là, tout d'un coup, des unités qui sont importantes quand tu veux bien gérer ta compagnie, comme la densité de facturation ou les heures travaillées puis tout ça, tout d'un coup, ces chiffres-là se fait à faire moins de sens. Fait que si tu fais pas 2 pas de recul pour pouvoir faire cette analyse-là, mais tu te rends compte que quand tu es dans cette situation-là, puis qu'en même temps, tu as des clients avec qui tu travailles depuis des années qui te demandent « Hey, j'aurais besoin d'avoir plus d'efforts que ce qui était prévu initialement, on a une nouvelle mission, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, peux-tu nous aider? » Ben c'est sûr que quelqu'un qui est dans cette situation-là va venir, puis avec toute l'altruisme du monde, va dire « Ben oui, je regarde mes chiffres présentement, puis effectivement, il semble y avoir de la place pour ça. » Fait qu'armé de toutes les meilleures intentions du monde, pour ça je dis que c'est vraiment comme des anticorps, ils sont là pour protéger le système, faut pas rentrer en contradiction avec eux autres, là. Ils sont là pour protéger le système, puis pour eux, ils font attention à ce qu'ils perçoivent. Donc, si je t'entends bien, supposons que vous aviez prévu qu'il y avait 20 heures par semaine, les ressources qui devaient faire 20 heures faisaient pas les 20 heures parce qu'il y avait d'autres opportunités ailleurs, de choses qui étaient très gratifiées par l'organisation, par exemple du facturable. Et à ce moment-là, ils faisaient le facturable. Et le 20 heures se faisait pas, ou s'il fallait qu'il le fasse, ça fallait que ça se fasse en overtime, ce qui est pas un contexte le plus non. Le plus sain, mettons, si on dit ça comme ça. Donc, vous retrouviez que c'était difficile d'atteindre vos objectifs à cause que la culture favorisait plus qu'on facture. Donc, puis la personne qui, elle, se retrouvait à être en train de travailler sur ces objectifs-là, ben elle était un peu mal vue parce que l'organisation dit, ben là, toi, tu factures juste à 50%, donc ton prestige est pas là. Donc, il y a un paquet de facteurs comme ça, culturels, qui venaient impacter le travail des gens. J'aimerais ça dire que justement, ça venait pas les impacter sur la perception, mais force est d'admettre qu'il y a des gens pour qui ça a été difficile parce qu'ils étaient commis à, ils voulaient que ça fonctionne bien pour notre produit Follow My Bid, puis en même temps, de l'autre côté, ils voyaient bien que dans les demandes qu'on avait des clients, tout ça, il y avait de la tension qui se créait au fil du temps, puis je vais même pas pointer du doigt personne, c'est au contraire, je vais parler au jeu. J'étais dans cette situation-là un peu psychopathe, d'être en même temps en train de regarder d'un œil voici de quoi a l'air les métriques de la compagnie, puis comment qu'on performe, puis de l'autre œil de regarder le produit qu'on était en train de faire. Puis moi-même, j'étais dans les rencontres en train de dire, si je change de chapeau, voici qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis pour nous, c'était complètement là, contre-productif, puis ça allait à l'encontre des valeurs même d'Nmedia de bonheur puis de passion reliées au travail. Mm-hmm. Moi, un exemple qui est pas du tout probablement pas ce que vous avez vécu chez Nmedia, mais qui me vient en tête immédiatement quand j'entends ce que tu me parles, c'est toute la difficulté qu'on a dans beaucoup d'équipes où est-ce qu'on fait par exemple, on développe un produit, mais qu'on a aussi de la maintenance à faire. Puis là, ben c'est le même défi, c'est-à-dire que tu as toujours des tickets qui sont ouverts par les clients pour il y a un bug, il y a telle chose à régler. Oui. Avec une pression sociale, il faudrait le régler. Puis, il y a travaillé sur le futur, donc les nouvelles fonctionnalités qui souvent sont mises de côté au détriment de régler justement les problèmes courants.
puis à la fin, ben, ton produit avance pas vraiment. Puis t'es toujours en train, tu sais, parce que souvent, c'est les problèmes que tu règles. Oui, tu essaies de les régler, mais c'est souvent des patchs, c'est-à-dire que très souvent, tu sais que la vraie bonne solution serait de refaire l'architecture ou en tout cas de rebâtir certains modules, mais on le fait pas parce qu'on est dans un mode de fixe, de bug et d'éteindre des feux. Donc, d'éteindre des feux. Et tu l'as dit, hein, c'est un peu psychopathe, puis c'est dur à vivre quand on est dans ce contexte-là. Là. T'as raison de dire que c'est quasiment existentiel là, comme crise. C'est quasiment existentiel. Fait que c'est pour ça que si on se ramène au podcast que vous avez fait avec Louis David au niveau des OKR, en tant que PO sur Follow My Bid, une des objectifs que j'avais, c'était de réussir à régler cette situation-là parce que autant qu'on pouvait dire à tout le monde, tu sais, vous êtes entitled à faire ces heures-là, tu sais, on va les valoriser puis tout ça, même si on le dit puis même si on le répète devant tout le monde après ça, de manière très possible, de dire hey, félicitations, on a réussi à atteindre tel objectif, n'empêche que c'est au niveau du subconscient que ça joue. Devant le choix entre, il y a un client que t'aimes, avec qui tu as travaillé pendant des années, puis là, tout d'un coup, il a besoin d'en avoir un peu plus. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus gratifiant à ce moment-là de dire, ah oui, je vais venir t'aider, je vais venir le faire, tu sais. Fait que autant qu'on était bon pour pouvoir, avec tout, de manière très raisonnable, de pouvoir multitasker du monde, puis de, tu sais, minimiser les context switch, mais de faire en sorte que tu es capable de jouer sur plusieurs projets en même temps. Autant que quand arrivait ce projet-là, dans le mélange des autres projets, là, tout d'un coup, c'est ça, on n'était plus capable de mélanger correctement. Fait que moi, au niveau de mes objectifs, j'avais de trouver un framework de gestion qui pouvait aider à faire ça, pour que ce soit agréable pour tout le monde. C'est là que ce que tu disais au niveau de StageGate, ça, c'est apparu un peu là-dedans dans mon radar. Là. OK, parce que, juste avant de parler de StageGate, tu sais, le défi que vous aviez de faire de la consultation et de travailler sur un produit, parce que vous avez peut-être plus qu'un produit, même chez NMedia, c'est un défi pas juste chez vous, là. Je dirais que c'est un défi généralisé de toute l'industrie. Tu sais, je pense par exemple aux gens qui font le produit Basecamp. Donc Basecamp, à l'époque, c'était une compagnie aussi qui faisait de la consultation, puis à un moment donné, ils sont mis à faire un outil de gestion de projet. Et quelle était la solution après quelques années? C'est de se dire, on va complètement abandonner la consultation parce que c'est trop difficile de vivre les deux en parallèle. Je pense plus près de nous, il y a une compagnie à Montréal, puis là, c'est peut-être beaucoup d'autres raisons que, parce que je suis pas dans le secret des dieux, là, mais la compagnie qui fait le produit ShareGate, donc GSoft, pour pas les nommer. Eux aussi, ils faisaient de la consultation, ils faisaient un produit, puis il y a quelques années, ils ont décidé qu'ils abandonnaient complètement tout leur volet consultation pour se concentrer juste sur le produit, parce que c'est comme deux cultures qui viennent quasiment à s'affronter dans l'organisation. Puis moi, je suis allé curieux de savoir, est-ce que vous avez réussi, vous autres, à trouver une façon de faire vivre de façon collégiale ces deux cultures-là au sein de la même compagnie, parce que c'est pas facile. Ah non, c'est vraiment pas simple. Puis j'ai passé au-dessus d'un an à chercher ça, puis on a d'excellents partenaires, des relations, du monde qui nous ont parlé. Puis un nom qui revenait tout le temps, c'était par rapport à StageGate, qui est un processus de gestion, là, mettons, pour pouvoir faire des stages quand tu es en gestion d'innovation, pour dire est-ce que tu es assez prêt pour pouvoir commencer quelque chose, est-ce que les specs sont bien écrits, tout ça. Mais tu sais, juste à commencer à l'expliquer comme ça, vous me voyez venir, tu sais, ça sonne très waterfall. Fait que autant qu'on a du respect pour cette méthode-là qui a l'air de bien fonctionner pour d'autres, qui a été faite par le Dr. Robert J. Cooper, qui, je crois, a été même fait à partir de Montréal. Puis c'est ça, beaucoup de monde utilise sa planète. Pour nous, ça revenait continuellement à nos oreilles, mais c'était pas agile, c'était pas dans nos valeurs. Puis c'est un de nos partenaires qui nous a parlé à un moment donné de Zone to Win, là, dans un moment où on avait un peu de lousse ensemble, à juste jaser comme ça puis à refaire le monde. Puis ça a été, là, tu sais, le moment d'épiphanie, là, quand t'entends les anges qui chantent autour de toi, là. Clairons et trompettes autour, là, en train c'est ça, c'est un moment de révélation, là. Mais là, t'avais pas encore lu le livre. On faisait juste te dire verbalement, voici ce que c'est, puis là, tu faisais comme, oh, ça semble prometteur. C'est en plein ça. J'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai bu ses paroles, puis maintenant, c'est à mon tour de devenir ce petit ambassadeur-là. Puis je me dis que s'il y a une ou deux personnes qui vont avoir retenu ça, et que je vais être content pour eux autres. C'était quoi qui était comme qui était comme des oiseaux à tes oreilles dans Zone to Win? Qu'est-ce qui t'a accroché en premier?
De la manière que je l'avais vécu, tu sais, ça faisait mal en dedans pour moi-même à titre de PO puis à titre de VP d'actionnaire d'Nmedia, à quel point qu'on était capable de le savoir, là. On le priorisait puis on le mettait partout que c'était important puis de voir comment c'était dur au quotidien pour tout le monde. Puis quand que là, on s'est mis à me parler des différentes zones puis que justement, tu sais, Zone to Win tire son nom du fait que dans la métaux, Geoffrey Moore utilise les 4 zones pour pouvoir dire comment tu devrais mesurer puis comment tu devrais laisser la latitude dans chacune de ces zones-là. Puis les concepts d'anticorps que je parlais tantôt apparaissent là-dedans, beaucoup d'analogies sportives aussi, tu sais, ils dessinent ça, les zones, comme si c'était du football ou au hockey, où ce que là, tu vois la zone, tu es en train de préparer, là, OK, là, on est en train de mettre la cage, puis ça va bien aller, puis fait ils t'amènent ça vraiment dans des analogies le fun. Puis c'est pas que de la théorie sur papier, là, comme tu disais, Mario, d'entrée de jeu, là, le gars, il y en a en arrière de la cravate pas mal. Là, puis dans les exemples qu'il utilise, ces 2 exemples principaux, c'est comment il a aidé Salesforce à se retourner de bord pour être tombé en zone offensive, qu'il appelle. Puis de l'autre côté, comment il a aidé Microsoft avec Satya Nadella à se retourner de bord pour les mettre en zone défensive quand il voulait faire des percées au niveau du cloud avec les actifs qu'il y avait déjà. Fait que les exemples sont concrets, puis c'est un bouquin qui se lit là, en 160 pages, là, c'est tout vite. Fait que quand on s'est mis à m'en parler, puis qu'on me parlait c'était comme trop simple, là, comme quand la première fois que quelqu'un te parle d'agile, ou je me souviens, c'est les mêmes poils des airs que j'avais eu quand j'ai lu Design Pattern du Gang of Four pour la première fois. Tu sais, ce sentiment-là que, Colin, je le savais qu'il y avait quelque chose, là, puis là, il y a quelqu'un qui met le doigt dessus. OK. Donc là, je t'entends parler de mode offensif, mode défensif ou mode neutre. Donc, d'un côté, tu as des modes, oui. Mais ça, c'est pas des zones, ça. C'est juste comment tu vas te comporter ou comment ton attitude. Mais c'est quoi les zones? Ben ça c'est la question. Les zones, dans le fond, ils définissent 4 zones par rapport à comment qu'on est capable de gérer. C'est surtout au niveau de la gestion de l'innovation. Tu sais, ça commence par un constat que c'est un peu triste à lire. Là, dans les 10 premières pages, peut-être, il y a 2 pages où ce qui liste plein de noms de compagnies qui ont toutes lamentablement échoué à gérer leur innovation. Rentre là-dedans, tu sais, des Kodak, des Xerox, comme on parlait tantôt, où ce que ça c'est très Closing the Chasm, là, entre la partie où ce que les early adopters le regardent puis que ça devienne mainstream, ils réussissent pas à l'amener, c'est quelqu'un d'autre qui l'amène. Fait que les 4 zones qui amènent pour pouvoir gérer ça, c'est une zone de performance, une zone de productivité, une zone qui est l'incubation, puis une zone pour la transformation. Donc, là, si j'essaie de comprendre, mettons que je suis Kodak, je suis au début des années 80, il y a un groupe de recherche chez moi qui se met à faire des films, de la photo numérique. Photo numérique? Ce qui vraiment, pour nous, est une antithèse parce que on est habitué de faire de la photo analogique avec des ratios et des résolutions astronomiques, là, des 5000 par 5000. Ben, c'est pas juste ça. C'est que là, tu vas enlever ton gagne-pain, c'est-à-dire la vente de films. Mm-hmm. Exact. Puis le processus, tout le matériel qui sert. Donc, tu viens de... Cette unité-là est en train de planifier la mort de l'entreprise. Sauf qu'à quelque part, si tu réagis pas, tu vas mourir anyway. C'est-à-dire qu'on le sait, Kodak n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de prendre le virage. Donc, mais on le sait tous, quand on regarde des cas d'espèces, ça a été inventé chez Kodak, les caméras numériques. Ouais. Exact. Donc, ils l'ont inventé eux-mêmes, ils n'ont pas été capables d'aujourd'hui d'être... Parce que s'ils avaient pris le virage, ben peut-être on utilisera toutes des caméras. En tout cas, il y aura peut-être toutes des royautés. Dans chaque iPhone, il y aura peut-être une royauté qui serait revendue à Kodak. Un peu comme ce que aujourd'hui, dans chaque iPhone, il y a une royauté qui est revendue aux fabricants qui fabriquent les puces 5G, là. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal fait là, chez Kodak, là. C'est en plein ça. Puis l'exemple de Kodak tire bien. L'exemple avec Guy, ce que tu dis, c'est en plein ça. Tu sais, c'est quelque part à m'amener, puis ça rejoint les anticorps qu'on parlait. Il y a un chercheur en R&D qui a inventé le CCD, là, le capteur photographique. Puis il invente ça, puis là, il va être fier. Il va présenter ça à son manager, il présente ça. Puis là, à m'amener, il y a des anticorps qui se réveillent puis qui disent « Hey, attends un peu, là.
T'as peu, là. Nous autres, on vend du film, on vend de la pellicule, on vend les substrats pour réussir à faire la transformation vers le papier, puis tout ça. Fait que, wow, là. Fait que le corps s'est réveillé pour protéger l'organisme de ça. Mais l'innovation, elle veut continuer, là. Elle vit par sa propre nature de vouloir grandir là-dedans. Fait que, elle n'arrêtera pas là. Les papiers sont publiés, ça continue d'avancer, puis il y a quelqu'un d'autre à un moment donné qui le ramasse, cette idée-là. Puis qui, là, il l'amène mainstream. Puis là, pour toi, il est potentiellement trop tard parce que tu jouais t'aurais pu jouer dans une zone offensive où tu étais prêt à te placer pour aller gagner puis scorer des buts. Mais à la place, tu es obligé de jouer défensif puis de dire comment je fais pour garder le peu de marché qui me reste puis que je vois diminuer quarter après quarter. Puis qu'en même temps, j'ai envie de venir partir, de me mettre l'orteil dans cette game-là, mais je l'ai inventé, mais là, je suis rendu 5 ans en arrière sans R&D sur mes compétiteurs. Fait que c'est un framework pour gérer ça. Donc, si on vient à l'exemple de Kodak, il y a un chercheur qui découvre justement les photos, comment on dirait ça, les CCD en français. Les capteurs photographiques ou... Ouais, c'est ça, les capteurs, ouais. Donc, cette innovation-là, il faudrait la positionner probablement pour dire dans quelle zone qu'elle se trouve dans ma compagnie. C'est-à-dire que probablement que tu fais pas d'argent avec ça. Donc, c'est pas dans ta zone de performance. C'est quoi dans ta zone d'incubation qu'elle serait retrouvée? Exact. Si on fait peut-être 2 pas de recul pour que je vous le mette dans votre tête, là, qu'on voit le dessin, là, ça fait comme 4 gros carrés, une matrice 2 par 2. Là. Mm-hmm. Un tableau qui a 2 par 2, puis la première ligne du haut que je vais être, ça va être basé sur la performance des revenus ou la performance de la compagnie. Fait que là, il faut que tu le décides pour te décider est-ce que je suis en haut ou en bas dans ce cadran-là. Est-ce que je suis basé sur les performances des revenus, qui dans le cas de Kodak, serait, je vends, justement, comme on parlait là tantôt, je vends la pellicule, je vends les produits chimiques, je vends les papiers pour pouvoir faire la transformation, tout ça. Fait que c'est de là qu'ils viennent leurs revenus. Fait que il faut que, pour que tu sois dans cette zone-là, il faut que l'unité d'affaires à laquelle tu appartiennes, la règle, c'est que tu contribues au moins 10% pour être dans la zone de performance. On s'entend que le CCD, là, ça contribuait pour 0% en 1980. Donc, il aurait été les autres complètement en bas. C'est-à-dire, ça générait pas d'argent, mais c'est une innovation. Donc tes 4 carrés, là, donc ceux qui sont en haut, là, t'en as 2 qui sont en haut. Il y en a un, il s'appelle comment ces 2 carrés-là? Les 2 que j'ai en haut, je vais avoir dans la zone de performance des revenus, je vais avoir la plus simple à expliquer qui est la zone de performance, qui, elle, va être basée sur des revenus récurrents, des revenus continus. Fait que, tu sais, on est bon à faire ça pour nous autres chez Kodak, on est bon à faire les papiers, on est bon à au-dessus de 90% est là-dedans, ils mettent toute la pub là-dedans, ils mettent toute la R&D en mode continu, là, d'améliorer les produits chimiques, de ralentir les temps pour pouvoir imprimer ta photo, là, le Polaroid et compagnie. Donc, ce que tu as dit, c'est dans l'axe des Y, j'ai les revenus. Donc, puis dans l'axe des X, c'est comme la récurrence ou c'est-tu autre chose dans l'axe des X? C'est un axe d'innovation. Fait que, est-ce que je suis on en entend beaucoup parler dernièrement, est-ce que je suis en mode disruptive innovation ou je suis en mode d'innovation continue? Donc, d'un axe, c'est disruptive, ça veut dire que ça va détruire ce qui existe. Donc, par exemple, la caméra numérique, ça détruit tout. Tandis que une autre innovation qui aurait pu être faite, par exemple, de, je sais pas, moi, de réduire les coûts pour faire le papier à imprimer des photos. À l'époque, c'était sur du papier. Ça aurait été innovation continue. Puis, donc, si t'es en innovation continue puis ça génère des revenus, c'est quoi? C'est productivité qu'on appelle cette zone-là? La zone qui est justement là, de vendre les papiers, les pellicules, les produits chimiques, ça, c'est la zone de performance. OK, performance. On va regarder dans celle-là, dans la zone de performance, on va regarder, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine année. Qu'est-ce qui se passe dans le prochain mois, 2 mois? On veut faire le trimestre, on veut faire notre année, tu sais. C'est là qu'on regarde les KPI principaux pour savoir est-ce que la compagnie est en santé. Souvent, ils sont alentour de cette zone-là, quand on la gère. Patrick, juste pour aider nos auditeurs, si on placerait les fameuses 4 zones selon un horloge, donc la zone performance, si je te suis bien, ça se retrouverait à peu près comme à 2 heures d'après-midi. Là. Ça se trouve dans ce cadran-là. C'est en plein ça, Mario, t'as tout bien saisi. On est à 2 heures dans l'horloge. Puis si on descend le prochain cadran, la prochaine zone à aller visiter, là, on va se ramasser un peu comme à 4h30 l'après-midi. Okay. Ça va être notre zone de productivité. Donc, productivité, ça veut dire que ça génère pas des revenus, mais ça l'aide à faire ton innovation continue. Donc, c'est comme tout ce qui est en support, en aide à ta zone de performance. C'est en plein ça. La zone de productivité, ça va être dans le même horizon. Là. On parle de faire l'année. Là. On parle de qu'est-ce qui se passe dans le prochain mois, le prochain trimestre, dans cette zone-là.
ça va être la zone qui va être là pour être en support à la zone de performance. Comment faire pour rendre la zone de performance la plus performante qu'elle soit? Fait que, tu sais, mettons, chez Nmedia, ça va être tout ce qui est administration, les ressources humaines, nos gens qui nous aident dans l'infrastructure réseautique pour l'interne, l'entretien, les gens qui viennent nous aider à garder les lieux propres, tout ça. Ça va être les programmes qu'on a, là, Azure DevOps, du Jira, les Teams, tout ce qu'on a besoin pour nous aider, là, à être capable de collaborer ensemble. Donc, absolument, dans cette zone de productivité-là, tu vas essayer de prendre les produits les plus, parce qu'il y a pas, tu n'as pas vraiment moyen de te différencier là-dessus. Donc, tu vas juste chercher à prendre les produits les plus standards, puis les maîtriser. Puis c'est dans ta maîtrise que tu vas pouvoir te différencier. Mais c'est pas là que tu vas essayer de innover. Puis, tu sais, comme la comptabilité, on fait ça de la même façon depuis 400 ans. C'est double écriture. Puis on prend le logiciel de comptabilité sur le marché, puis on essaie de le maîtriser au mieux pour réduire nos coûts. Parce que c'est des coûts, mais ça ramène pas tant de profit, cette zone-là de productivité. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire, puis une affaire qui est le fun là-dedans, c'est que quand on lit Zone to Win par rapport à la zone de productivité, on se rend compte qu'on fait des erreurs de management justement par rapport à cette zone-là. Là, je vais faire un lien sur un des très bons podcasts que vous avez produit, que j'ai bien aimé avec Carole quand vous parliez de Team Topologies. Mm-hmm. Puis, par rapport à ça, il faut qu'on perçoive ces zones de productivité-là comme des zones d'investissement, puis pas comme des zones de cost center. Ça, c'est une erreur que j'observe souvent là, quand on parle avec nos clients ou quand on est autour d'une bière avant la COVID, quand on était autour d'une bière avec des partenaires ou du monde à jaser puis à refaire la vie. Souvent, je vois des départements là, de TI ou des départements là, de développement qui sont là un peu, ils se considèrent un peu comme en mode maintenance à l'intérieur de l'organisation, puis ils sont vus de l'externe dans l'organisation comme un cost center, un centre de dépenses, puis ils se perçoivent, ils se projettent aussi comme ça. Puis ça, c'est une grosse erreur d'après l'auteur. Puis je suis assez d'accord avec lui par rapport à comment qu'on est capable de se valoriser là-dessus. C'est pas une zone de dépense, c'est une zone d'investissement. Il faut faire des investissements intelligents à cet endroit-là. Puis au niveau de la comptabilité, il y a moyen de faire de la comptabilité créative, j'imagine. Puis c'est pas mon domaine, fait que je suis moins ferré là-dessus. Mais je peux voir, par exemple, le contre-exemple assez flagrant là, des gens là qui n'ont pas investi, là, qui fonctionnent encore avec du rien contre, là, mettons, mais pas nécessairement beaucoup pour. Mais tu sais, qui fonctionnent encore sur Lotus Note présentement. Puis j'essaie de pas faire de name dropping, là, mais quand est arrivé la COVID, ça a peut-être été plus compliqué que pour l'organisation qui avait suivi tranquillement les innovations puis qui s'était positionné à avoir déjà Teams à l'interne qui l'utilisaient déjà. Pour eux, quand est arrivé la COVID, ça a dû être beaucoup plus facile de se transformer pour se défendre par rapport à ce qui se passait que pour quelqu'un qui était encore des cycles en arrière, qui n'avait pas investi là-dedans dans ce qui se passait. Ah, tout à fait. Un jour ou l'autre, ces dettes-là te rattrapent, hein? Oui, c'est en plein ça, exact. Puis là, j'utilise encore une terminologie de coût, mais malheureusement, ça reste que, bon, c'est souvent comme ça qu'on quantifie les choses. Mais ton exemple est tellement véridique, c'est-à-dire que beaucoup d'organisations voient toutes les initiatives reliées au DevOps comme un centre de coûts. Puis là, il faut vraiment avoir une façon être innovant au niveau de notre comptabilité pour ramener ces coûts-là dans tes coûts de produits, puis ramener aussi la profitabilité de ton DevOps, parce que si tu l'as pas, t'es vraiment tout en pâtis, mais puis selon la culture de ton organisation, les gens de DevOps, on leur dit toujours, vous autres, vous avez juste des coûts, puis si on peut réduire vos coûts au maximum, ils ont l'impression qu'ils sont pas importants, là. Exact. Puis se rappeler que Jeffrey Moore a collaboré avec Satya Nadella pour refaire Microsoft. Il en parle dans le livre là, comment qu'ils ont collaboré là-dessus pour les mettre en zone de défense puis à réussir à canceller des menaces qui venaient de l'extérieur. Mais c'est en plein ça. Si t'es pas en train d'investir, puis quand on écoute Microsoft parler, je les prends comme exemple. C'est avec eux autres que je fais du name dropping cette fois-ci, mais c'est comme ça qu'ils disent aussi. Si t'es responsable du DevOps comme pratique dans ton organisation, ben ça serait peut-être le fun que tu sois capable de démontrer que à cause que toi t'es là, les gens qui sont dans la zone de performance, là, ils sauvent chacun 2 heures par semaine. Mais là, 2 heures multipliées par chacun, multipliées par c'est quoi que tu viens de faire. Fait que l'investissement qu'on vient de faire un projet de transformation de 2 mois de DevOps, cet investissement-là, tout d'un coup, il rembourse rapidement, là. Fait que ça devient pas un cost center, ça devient une zone d'investissement parce que tu le rattaches aux métriques de la zone de performance. Mm-hmm. Donc là, on est à 4 heures d'après-midi. On est toujours dans la zone
innovation continue, ou en tout cas, mais là, on va s'en aller vers 8 heures le soir. Donc là, on va tomber dans ce qui est disruptive, donc ce qui change la game, là, si je dis ça en bon québécois, là, avec le franglais, là, mais qui change complètement la nature du jeu. Donc là, cette zone-là, la zone à 8 heures, elle s'appelle comment? La zone à 8 heures, elle s'appelle la zone d'incubation. Fait que ça, c'est la zone où, puis tu l'as bien amené, là, ça va être la zone où on va commencer l'innovation disruptive. Là. Le disruptive innovation prend ses racines dans la zone d'incubation à 8h30. On se mentira pas, c'est quand même une zone le fun de laquelle jaser, là, celle-là. Ben, si on revient à l'exemple de Kodak, le chercheur qui a découvert la photo numérique, lui, clairement, il fait partie de cette zone-là. Il génère pas de revenus. Ça peut complètement changer la nature de leur industrie. Donc, c'est comme quelque chose que tu peux pas ignorer dans la mesure où est-ce que c'est le futur qu'on est en train de te montrer. Puis si le futur fait pas ton affaire, ben change, parce que le futur, lui, il va apparaître quand même. Là. Tu peux pas l'ignorer que c'est ça qui s'en vient. Exactement. C'est un excellent exemple. La zone d'incubation, elle, quand on était sur l'horizon là, dans l'année, là, est-ce qu'on fait le mois, est-ce qu'on est en train de faire le trimestre? L'horizon de temps pour la zone d'incubation, elle est de 36 à 73 mois. Là. Tu sais, on est sur une longue période. Là. Puis dans cette période-là, ce qu'on va regarder, c'est les grandes innovations. Fait qu'il y en a qui viennent de l'interne, comme dans l'exemple de Kodak avec l'invention du CCD. C'est apparu chez eux, puis ils n'ont pas réussi à l'amener, à transformer leur business pour pouvoir utiliser le CCD. Mais en même temps, si on regarde pour nous chez Nmedia, bien concrètement, ça veut dire on a, c'est ça, nos petites cellules d'R&D, les gens qui, tu sais, on avait commencé à faire pour le plaisir, là, il y a quelques années, on a commencé à faire du Docker, à faire du Kubernetes, puis tout ça. Fait que je sais pas si Guy va être d'accord qu'on fait ça pour le plaisir. Mais on avait commencé, c'est ça, à faire du Docker, du Kubernetes, puis avec le temps, c'est parti d'un peu notre cellule d'R&D de s'amuser à faire du geeking out là-dessus, puis on s'est transformé on l'offre comme un service. Puis maintenant, on a des partenaires avec qui qu'on est en train en bon québécois, pour reprendre des expressions, on est en train de la sortir du stade là-dessus au niveau de ce qu'on fait avec du Kubernetes, du AKS, tout ça, ça fonctionne très bien, mais il a fallu qu'on passe par ce passage obligé-là d'investir en geek out, en R&D chez nous, pour se transformer puis être capable de l'offrir par la suite. Parce que c'est ça, parce que le chemin normal de ce qui est incubé, c'est que ça va monter vers ta zone qui est à 10 heures le soir, qui s'appelle la zone transformation. Là, je me permets de le dire parce que c'est le dernier nom qui me reste. Je me dis ça peut juste être celle-là. Et ça dit tout, c'est que tu vas vouloir transformer et ensuite de 10 heures, ça devrait tomber dans ta zone de 2 heures de performance. Parce que c'est là que, à un moment donné, ça va faire partie de ta réalité journalière et l'innovation sera plus du tout une innovation, ça va être perçu comme quelque chose qu'on utilise à tous les jours. Exactement. Fait que la zone de transformation que tu viens de définir très bien, mon cher Watson, mais on va dire mon cher Monsieur Cardinal. Ouais. C'est la zone de transformation, c'est un horizon de 1 an à 3 ans qu'on pourrait dire. Là. Puis le but de celle-là, c'est de réussir à la sortir, là, à la déraciner de la zone d'incubation pour l'amener, en bon québécois, au PC, l'amener au plus vite dans la zone de performance. Puis on va savoir qu'on a réussi ça le jour où cette ligne-là, cette entrée-là de nouveaux produits ou de nouveaux services qu'on vient de sortir, elle vient d'occuper au moins 10% des revenus. Quand elle vient d'aller chercher le seuil magique du 10% de revenus, c'est que là, tout d'un coup, les anticorps ont appris à faire affaire avec. Tu sais, là, les rencontres que tu as au début, là, avec un peu tout le monde quand tu as un nouveau produit, un nouveau service, puis que là, tout le monde, attends un petit peu, là, c'est pas comme ça qu'on le fait, puis là, faut que tu prennes le temps d'évangéliser. Ou les vieux de la vieille ont beaucoup de méfiance. Aussi, exactement, beaucoup de sagesse d'aucuns diraient. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que la zone de transformation, on va essayer de sortir de là au plus vite. Puis elle, là, c'est important, là, ça demande là, le plus haut niveau. Il faut que le président, le CEO soit impliqué là-dedans pour effectuer la transformation, pour la prendre de l'incubation à l'amener dans une zone de performance. Fait que comme nous, chez Nmedia, dans le très concret, Follow My Bid était un peu là dans la zone d'innovation, si on veut, dans la zone d'incubation, là, où pour nous, c'est un produit avec lequel on a beaucoup de plaisir à travailler depuis 5-6 ans. Puis c'est un produit qu'on a toujours offert aux OBNL puis tout ça, un peu pour aider notre prochain, mais qu'on n'a pas monté comme un business case à proprement parler.
Puis là, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de transformer la compagnie pour que on puisse scaler out vers beaucoup plus d'OBNL pour pouvoir les aider avec le produit qu'on a. Donc, juste pour rendre encore plus concret, qu'est-ce que c'est Follow My Bid? C'est quoi le service? C'est quoi le problème que ça cherche à résoudre? C'est quoi la souffrance que les organisations à but non lucratif peuvent avoir puis qui vont vouloir utiliser votre produit? Je vais donner la réponse usuelle, puis on va voir tout d'un coup qu'en cas de COVID, ça vient de prendre tout un autre aspect. Là. Le cas que ça vient régler d'ordinaire, c'est les OBNL qui font des événements. Souvent, ont parmi l'événement une technique de levée de fonds qui est de faire des encans silencieux. Fait qu'un encan silencieux, souvent, si on a, tu rentres, il y a un tournoi de golf, tu t'en vas souper, puis rendu au souper, il y a une vingtaine de produits là, dans le joueur de hockey a donné un bâton, des choses comme ça. Exact. C'est en plein ça. T'as un chandail de Sidney Crosby qui est signé, t'as un bâton de hockey, t'as une moto que tu peux, tu sais, fait t'as tous ces produits-là, puis là, les gens vont écrire leur nom sur une feuille, puis ben c'est le dernier qui a écrit son nom avec combien qui est prêt à payer. Mais c'est cette personne-là qui remporte. Fait que tu sais, on peut voir que ça, c'était dû pour être dépoussiéré comme façon de travailler. Là, fait que nous, ce qu'on a fait, il y a peut-être ça là, 6-7 ans, on avait Gervais Talbot, qui était des joueurs de la NHL, là, qui viennent de Saint-Hyacinthe, ils font un tournoi de golf à chaque année, puis ils nous ont demandé de contribuer, puis on a dit, cette année, on va contribuer, mais pas en termes financiers, on va essayer de faire de quoi pour vous aider à en ramasser plus. Fait qu'on a investi du temps pour faire une plateforme qui est toute basée sur texto. Fait que quand tu rentres, tu vois tous les produits, puis là, ben, t'es capable de voir le produit, puis là, de dire, oh, celui-là, il m'intéresse, je mets 20$ dessus. Donc, t'envoies en texto, tu dis le numéro 14, 20$, quelque chose comme ça? Ah, bon, ça peut être comme ça, mais souvent, c'est juste, tu vois, ça fait un mini site web, si tu veux. Puis cette application web-là, qui est optimisée mobile, là, tu veux ton chandail de Crosby signé, ben là, tu le vois, ce chandail de Crosby, il est à 50$ présentement, puis là, tu le vois sur ton téléphone, fait que là, tu cliques 75. OK. Mais là, c'était Mario qui l'avait à 50. Fait que moi, quand je clique à 75, Mario, il reçoit un texto qui dit « Ah, oui. Patrick, là, il veut. » Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Mario, il relance, puis là, tout d'un coup, Guy rentre dans la game, puis tout ça. Fait que là, le monde se relance. Puis mettre avec ça le fait que souvent le monde consomme un petit peu, ont du plaisir, ils ont du fun. Fait que là, tout d'un coup, c'est l'ego qui embarque là-dedans. Fait qu'on a, avec cette plateforme-là qu'on a inventée au niveau de faire les applications mobiles pour encans silencieuses en utilisant les textos, puis optimiser vraiment low bandwidth, low latency, à amener de la gamification là-dedans, on a réussi à augmenter là, de multiples les revenus que les OBNL gagnaient dans une soirée. T'sais. Fait que ça, c'est un gros gain qu'on a fait pour les OBNL, qu'on est bien fiers. Puis là, avec la COVID qui est arrivée, ben ce qu'on sait, c'est que on peut plus faire d'événements en personne. Fait que tout d'un coup, ça devient un médium qui est très intéressant. Fait que pour reprendre d'autres bouquins qu'on pourra parler une autre fois là, de Lean Startup et compagnie, ben on a été obligé de faire un pivot par rapport aux produits. Puis on a pivoté pour pouvoir faire en sorte que ça vienne un élément central pour la gestion de ta recherche de fonds en période de COVID présentement, où ce que le présentiel là, pour ces soirées-là, il est très difficile. Puis aujourd'hui, vous le rentabilisez de quelle façon? C'est que vous prenez un pourcentage des revenus ou c'est vraiment un taux fixe comment vous avez réussi à la sortir de l'incubation puis l'amener dans la zone transformation, parce que ça veut dire qu'il pour faire 10% de vos revenus, faut que quelqu'un sorte des sous, là. Exact. Fait que présentement, pour nous, est dans la zone de transformation. Tu l'as bien identifié, là. R&D, c'est fait, mais ça continue. On a une équipe à temps plein. On a beaucoup de monde là-dedans. On a des partenaires. On a du monde qui croit en nous, qui investissent aussi dedans. Fait que ça va très bien là-dessus. Puis là, on est dans la zone de transformation d'essayer de réussir à monter ça à 10% des revenus. Pour ça, on a engagé un directeur de la commercialisation, Yannick Sayer, qui est très, très bon là-dedans. Puis là, ce qu'on essaie de faire au niveau de cette transformation-là, ça me fait du bien de vous parler, les gars, parce qu'on n'a pas tant l'occasion de parler de philosophie puis de lancement de produits de ces jours-ci. Non, mais pour ce qui est de lancement de produits, moi, je suis là-dedans, là. Je suis dans une start-up aussi, donc... oui, j'avais vu ça. Ouais, donc... des discussions avec... Non, je vais te laisser un jour, je parlerai de qu'est-ce qu'on fait là, avec mon partenaire, mais on a des discussions. Je dis, bon, comment on va pricer toutes ces choses-là? Exact. Parce que des fois, c'est pas évident, parce que là, tu dis, OK, est-ce que vous avez, comme nous autres, on a un mode freemium, c'est-à-dire, il y a une version de base gratuite, et ensuite, il y a des fonctions avancées que là, on se dit, ben là, si tu veux ça, il va falloir que tu sortes
Il faut faire que tu payes un certain montant. Est-ce que c'est sur un abonnement mensuel, annuel, ou vous, c'est plus sur des transactions? Ça, c'est une très bonne question. Puis on est encore en train de définir puis de s'adapter au niveau du business. OK, donc vous savez pas encore ce que vous allez faire. Vous êtes encore en réflexion. Si je reviens à Lean Startup, qui est un autre bon bouquin qui date dans son cas à lui, puis là-dessus, on a plusieurs hypothèses, puis on est allé tester avec le marché. Fait qu'on a beaucoup de partenaires, on a des clients de longue date, là, ça fait plusieurs années là, qu'on roule avec Follow My Bid, puis là, on l'amène plus mainstream. Fait qu'on teste différentes hypothèses. Par exemple, nous, on a découvert que dans notre domaine, puis tu sais, c'est un peu logique quand on prend le temps d'y penser. Côté éthique, c'est un peu ordinaire de charger en fonction des revenus qu'ils vont faire. Tu sais. Si je te dis, je vais me prendre un pourcentage sur les revenus que tu fais, je m'adresse quand même mon marché principal à des OBNL, là, à du monde qui a but non lucratif, qui essaie de lever des fonds pour aider leurs prochains. Fait que si moi je viens là-dessus et je dis hey, plus que t'en fais, plus que je m'en mets dans les poches, ça a l'air un peu intéressé, puis c'est pas dans les valeurs de qu'est-ce qu'on veut amener. Fait qu'on essaie de trouver un bon business model qui fait en sorte que c'est pas relié directement sur les revenus qu'ils vont gagner là, dans l'événement. On veut qu'ils en fassent plus, puis on veut pas que ça soit pénalisant pour eux autres de scorer davantage. Mais il y a aussi, à un moment donné, ça veut dire que ton défi à toi, c'est quel est le prix d'entrée? C'est-à-dire que ils ont la perception que le prix d'entrée est trop élevé, parce qu'ils ont peur qu'ils seront même pas capables de rentabiliser là-dessus, là, il y a une crainte. Donc, faut quasiment que tu enlèves cette peur-là. Dis non, regarde, si tu fais pas de revenus parce que ça a vraiment pas bien marché, ben là, nous, on vous chargera rien ou on va vous charger très, 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 très peu. Mais, à un moment donné, si t'en fais beaucoup, je sortirai pas de là avec le gros sourire, je vais juste sortir avec un montant raisonnable de revenus. C'est en plein ça. Puis dans notre cas, par rapport à la question de combien que ça coûte pour l'utiliser, pour nos clients, il y a la question combien ça nous coûte à nous pour la rendre disponible. Fait que dans cette question-là, c'est là que comme dans le webinaire qu'on a présenté avec Microsoft le mois passé, ben les deux dans les faits, on expliquait comment qu'on a transformé. Là, ça va peut-être parler davantage à tous nos amis technophiles là, à l'écoute là, mais on parle comment qu'on a transformé l'application qui était basée en infrastructure as a service. Fait qu'on orchestrait un paquet de VM pour pouvoir faire fonctionner ça. Puis j'avais un coût de revient là, moi mon coût de temps pour opérer ça était d'à peu près entre $200, $500 par événement pour pouvoir la faire fonctionner. Fait que tu sais, c'était dur pour moi de la recharger back plus bas que ça. C'était une partie que nous, on faisait en bienfaisance, si vous voulez, mais ça revenait difficile. Mais là, en changeant l'architecture, en réécrivant toute la plateforme pour passer de infrastructure as a service vers du function as a service, pour faire plaisir à Guy, là, on est allé visiter, comme je disais, on fait du Kubernetes, tout ça, mais le coût d'entrée, là, tu sais, la phrase qui dit si tu as plein de problèmes puis tu essaies de régler ça avec du Kubernetes, tu as un problème de plus, là, je te dis c'est un problème de plus. Fait que, tu sais ça, on regardait Kubernetes, puis pour nous, function as a service scalait beaucoup mieux horizontalement, puis a fait en sorte que dans les faits, là, on a été capable de baisser notre coût de revient par événement de comme 2 à 500 $, à 4 à 5 $. Là. C'est phénoménal. Ça a été basé par notre zone d'incubation chez NVIDIA, où on avait joué avec différents modèles, là, du AKS, on avait joué avec du Function as a Service, on avait joué avec plein de modèles comme ça pour être serverless. Puis dans le cas de Follow My Bid, comme on dit, un bon artisan, c'est quand utiliser le bon outil. Ben pour nous, ça, c'était Function as a Service. Développement rapide, scale très bien horizontalement, on est capable d'avoir des bons temps-réponse, de diminuer la latence avec des options, puis c'est ça. Puis votre webinaire que vous avez donné avec Microsoft, est-ce qu'il est enregistré? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait mettre un lien vers un URL que les gens qui nous écoutent, qui auraient de l'intérêt pour aller l'écouter? Oui, je vais demander à mes amis de Microsoft de nous le partager. Puis sinon, il est sur le YouTube d'NVIDIA aussi. Je vous enverrai le lien si. C'est parfait ça. Ouais, on va le mettre nous autres aussi sur la page. Donc, là, je te suis. Donc, à quelque part, votre produit, il est en transformation. Et là, vous avez un plan. Là, vous faites un plan de match en disant bon. Dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là? Et est-ce que je me trompe? Le défi qu'il y a pour beaucoup d'organisations, c'est que les gens ont l'impression qu'ils doivent mettre toute leur énergie sur leur cadran performance, parce que c'est là qu'arrive l'argent. Exact. Quand en théorie, ils devraient mettre toute leur énergie sur leur cadran transformation, parce que celui performance, il est déjà gagné. Vous faites de l'argent. C'est sûr qu'il faut pas se mettre à faire du n'importe quoi, mais à quelque part, c'est ta transformation qui va assurer ta pérennité dans le temps, qui va t'assurer que tu vas rester toujours à terme une organisation gagnante.
C'est en plein ça, tu l'as bien vu. Pour moi, t'as dû lire le livre en cachette pendant qu'on se parlait. Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire, le livre. Mais c'est des bonnes déductions. C'est des excellentes déductions parce que c'est en plein ça. C'est pour ça que tantôt, je disais ça a passé un peu vite, mais la zone de transformation, c'est probablement la zone la plus importante. Quand tu rentres dedans, là, c'est all hands on deck. Là. C'est tout le monde est commis à le faire, à la réussir, cette transformation-là. Parce que ça va avoir des impacts avec tous les gens. Là. Puis c'est pour ça que c'est très bien quand c'est l'idée par le CEO ou le président. Parce qu'il y a un ascendant hiérarchique, il y a une façon, il y a une prestance qui vient avec de pouvoir rentrer dans n'importe quelle rencontre et dire là, tout le monde. Ouais, c'est un petit peu ma question parce que là, c'est bien beau de parler de tous ces changements-là, mais comment t'intègres ça dans une entreprise? Il faut que ça soit top-down, là, puis il faut que la direction là, soit claire, là, puis qu'il y ait un all-in là, de la part du management. Oui, puis c'est pour ça que pour nous, c'est venu comme une bénédiction au niveau de la direction là, quand on a commencé à regarder Zone to Win, puis on se l'est approprié parce que ça vient complémenter vraiment très bien les OKR. Fait que quand David vous parlait des OKR à l'autre podcast, il expliquait que c'est une technique qui est quand même pas mal bottom-up aussi. Tu sais, tu mets des objectifs, puis tu permets aux gens de venir s'attacher dessus sur comment ils veulent y contribuer à tes objectifs. Puis ça, c'est très dans les valeurs NMedian. Fait que pour NMedia, c'est très bottom-up. On fait beaucoup de choses pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne bien, puis que les gens s'y retrouvent. Mais Zone to Win, pour nous, c'était un peu contre nature de se dire, OK, là, c'est vraiment un framework qui en impose quand même, là, tu sais, pour aider à faciliter la transformation. Mais ce qu'on s'est rendu compte en l'adoptant, c'est que autant que ça peut gérer des grosses choses, comme au niveau de Follow My Bid, de faire la transformation pour devenir un 10% de revenus de base pour une compagnie, ça peut aussi fonctionner dans des équipes. Fait que, comme on parlait tantôt, là, quand on a des produits, puis là, on est dans une équipe que, bon, ben, on fait des nouveaux features dans un produit, puis tout ça, puis on a peut-être une ancienne version qu'on veut phaser out, puis ben, peut-être que la gang, quand ils sont en train de travailler pour pouvoir faire des nouveaux features, puis arriver avec un nouveau milestone, ben, peut-être que dans cette équipe-là, ils sont dans une zone de performance, mais que dans l'équipe, quand ils sont en train de essayer de décommissionner une ancienne version, puis tout ça, ben, peut-être que là, tout d'un coup, c'est plus la même sous-section de l'équipe ou c'est plus le même endroit mental. Là, ils sont dans une zone de productivité où est-ce que leur job, plus qu'ils sont rapides à décommissionner une ancienne version, plus qu'ils sont rapides à amener les anciens utilisateurs à les migrer vers une nouvelle version, ben plus qu'il y aide la zone de performance à être efficace. Fait que là, tout d'un coup, ça met cette structure-là, ces signaux-là entre les équipes beaucoup plus explicites, puis quelque part beaucoup plus intelligents. Fait que même pour nous, tu as très, très, très raison là-dessus, Guy. C'est une approche qui est beaucoup plus top to bottom, mais on s'est rendu compte que même dans les équipes là, de produits ou de services, ça a une conversation intéressante. Ils se le sont appropriés d'une façon qui est surprenante là, chez NMedia pour c'est ça, restructurer leurs mêmes équipes. OK. Puis, serais-tu prêt à dire que cette approche-là est plus facile à implémenter dans une entreprise, entre guillemets, technologique qu'une entreprise traditionnelle ou un autre type d'entreprise qui est pas du tout dans la techno? Je sais pas s'il est plus facile, mais je vais me risquer avec une réponse. Là. Je pense qu'il est plus nécessaire. Fait que pas nécessairement plus facile, mais dans notre domaine, tu sais, quand j'ai commencé en informatique à peu près en 98 là, à faire des mandats, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « If you stop for lunch, your lunch ». Tu sais, si t'arrêtes pour manger, c'est toi qui te fais bouffer. Ça, on m'avait dit ça quand j'étais, c'est ça, à mes tout débuts, puis ça m'est resté avec moi, puis je pense que dans notre domaine, ça reste comme ça. C'est une force motrice pour tu sais, pour innover, pour aller vers l'avant. Fait que si t'es quelqu'un de passionné d'innovation, de technologie, ça rend juste ça encore plus le fun. Tu sais, c'est une drogue, là. C'est quelque chose qui circule dans les veines mais je peux pas parler pour d'autres industries, mais il y a peut-être des industries où ce que ça aurait été avantageux de le faire. Puis où est-ce que le défi n'a pas été accepté, où est-ce qu'il y avait d'autres contraintes de gestion qui faisaient qu'il y avait moins ce focus-là. Mais je pense que ça fait pas mal partie de l'ADN des gens en informatique là, de vouloir être surfer la dernière fois. Donc là, si je te suis bien, vous autres, la zone de transformation pour Zone to Win, vous êtes en mode offensif. C'est en plein ça. Au niveau de Follow My Bid, on est présentement en zone offensive. On a quelque chose qui fonctionne bien. Ça fait 5-6 ans que ça roule très bien, là, des événements et tout, mais on l'a pas scalé out en tant qu'un produit. C'était quelque chose qu'on offrait là, comme une participation dans une soirée où ce qu'ils veulent faire des levées de fonds. Mais tu as raison que là, nous, on joue la zone offensive. Dans le livre, ils comparent ça à Salesforce. Ils sont arrivés puis ils sont allés disrupter ce marché-là. Salesforce est arrivé puis ils se sont dit, nous, on va être une plateforme que SaaS.
Alors que tout le monde à l'époque était beaucoup plus orienté, je vais t'installer une application, puis on a une architecture un peu comme ça. Eux sont arrivés, ce n'est que SaaS, on va vous allez l'utiliser dans ce modèle-là dans le browser. Fait qu'ils sont arrivés avec cette disruption-là. Fait qu'eux, ils jouaient offensif. Si on regarde de l'autre côté, pendant ce temps-là, Microsoft qui se faisait « Wow, attends un peu, là, moi je vends du logiciel, je vends des serveurs, je vends... » Moi, je vends des serveurs Exchange dans lesquels tu peux gérer tes contacts. Exact, c'est ça. Puis je vais te vendre la licence Exchange que tu vas installer chez vous puis que tu vas réussir à gérer dans ton périmètre pour ta sécurité. Mais là, tout d'un coup, eux autres, wow, OK, qu'est-ce qui se passe là? L'industrie commence à offrir que tu gères même pas tes installations, c'est géré par quelqu'un d'autre. Fait que Microsoft a été obligé de se réinventer, puis là, eux ont adopté la position de la zone defense pour pouvoir contrer cet élément disruptive-là qui arrivait de l'extérieur pour venir les chambouler. Puis dans les faits, les zones, comme on dit, là on parlait de la zone d'offense, la zone de défense, puis il y a la zone neutre, là, qui est le cas normal, là, qui va être quand ça passe normalement, quand tu n'es pas en train de gérer une grosse transformation, puis il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te rentrer dedans, le cas normal, ça va être, comme on disait tantôt, nous, on avait travaillé en R&D pour le plaisir geek out à faire du Docker, du Kubernetes, tout ça. Ben ça, cette zone d'incubation-là, est allée directement dans la zone de performance. Et c'est allé directement vers, OK, on sait faire quelque chose de nouveau qu'on a offert à nos clients, puis qu'on a... Bon. Fait que ça, c'est l'état normal des choses. L'incubation qui amène tranquillement de la valeur ajoutée dans la zone de performance, où ce qu'on fait plus de revenus, et dans la zone de productivité, où ce que c'est notre zone d'investissement, pour faire en sorte que la zone de performance soit encore plus performante. Fait que ça, c'est le schéma normal quand on est à mi-temps. Mais si on est en zone offensive, on va essayer de favoriser le plus possible la zone de transformation pour tout concentrer sur la zone de transformation puis être le plus perturbant possible vers l'extérieur. Mais là, moi, tout à l'heure, tu disais on peut appliquer cette approche-là pour les équipes, mais si on revient au niveau de l'entreprise, oui. Là, bon, vous avez 90 employés. Ça veut dire que vous faites au moins, je sais pas votre chiffre d'affaires, mais au moins $1 million de dollars. Les employés. Au moins une couple de millions par année, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et on s'entend, si le coût de revient est 4-5 $, puis c'est un produit que vous offrez pour les OBNL, c'est pas demain la veille qu'avec ce produit-là, vous allez faire aussi des millions de dollars de revenus, là. Je veux rien enlever à votre produit, mais ça reste quand même un produit qui est dans une niche, oui, qui répond à un besoin, puis qui peut être très rentable, mais... Ouais, c'est sûr. Si tu regardes juste le marché peut-être de la région ou au Québec, peut-être, là, mais si tu ouvres tes portes des marchés internationaux, ben là, c'est intéressant. Exact. Effectivement. Mais ça m'amène à ma question. Dans votre organisation, là, mettons qu'il y a 10 employés ou 15 employés qui sont sur le produit Zone to Win. Sur le produit, j'avais fait un lapsus, un beau lapsus, mais qui sont sur votre nouveau produit, mais il reste quand même qu'il y a 70-80 de vos employés actuellement qui sont dans le volet consultation. Oui. Et là, eux, ils voient toute l'entreprise, la direction focusée sur la transformation de votre logiciel. Et là, c'est là où est-ce qu'il y a cette fameuse dichotomie là, que je vous disais que beaucoup d'organisations à un moment donné disaient on va quitter la consultation parce que ça crée trop d'anticorps dans l'organisation, c'est-à-dire que mes gens qui sont sur la consultation puis qui sont en train de travailler avec des clients, eux, à quelque part, ils peuvent être un peu jaloux, en tout cas, ils se disent, ben nous, partie produit, là, elle nous intéresse pas, nous autres, on travaille avec des vrais clients, on facture des heures, là, donc, comment vous vivez ça, cette difficulté-là, parce que si vous avez trouvé une façon avec Zone to Win de pouvoir gérer ça de façon efficace, vous avez peut-être même quelque chose, beaucoup d'enseignements pour beaucoup d'organisations, hein? Ben oui, puis si ça peut aider quelqu'un là par rapport à ça, c'est une bonne question là qui est très très terre à terre. Fait que pour nous, c'est sûr que chez Nmedia, ça fait partie de l'ADN, le volet de service pro. Fait que je vois pas un jour où Follow My Bid ou un autre produit viendrait puis délogerait ça, tu sais. Je vois un jour où ce que ça vient nous complémenter. Puis ce qu'on voyait au début quand on essayait de gérer Follow My Bid comme un autre de nos projets, comme d'autres de nos projets, là, on voyait Follow My Bid où si je suis en deux dans un mandat, ben tu sais, je peux venir contribuer. Fait que tu sais, dans le modèle de inner source, comme open source, mais c'est intéressant ça. Dans un modèle comme de l'inner source, tu sais, oui, fait que au niveau de l'innovation, c'est comme ça qu'on le voyait initialement. On se disait n'importe qui est en intermandat ou qui veut essayer quelque chose de nouveau, puis tout ça, on a une place pour aller le faire, tu sais. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était naïfs. Avec la forte croissance qu'on vit année après année,
il y en a pas d'intermandat vraiment. Puis je vais taper du bois, là, ça fonctionne bien. Les gens sont occupés, puis quand il y a un mandat qui se finit, c'est parce qu'il y a déjà du temps qu'il y a quelqu'un qui attend pour pouvoir partir son projet à côté. Là. Fait que tu sais, on s'est ramassé, c'est là que les anticorps arrivaient aussi, parce que là, on se disait, tu sais, telle personne va avoir 2 semaines de lousse, puis il est bon dans telle chose, va venir nous aider à régler ça à l'intérieur d'un sprint. Ben non, cette personne-là n'était pas disponible. Fait qu'à un moment donné, on avait même pris l'analogie de se dire, OK, on sait qu'on a un projet qui part, puis c'est sûr qu'il se finit pour telle date parce que, bon, il y a ses raisons, c'est sûr qu'il se finit pour telle date. On va se faire une longue passe comme au football, puis il va y avoir quelqu'un qui va courir puis va aller la réceptionner, tu sais, quelques mois plus tard dans le temps. Puis on n'a jamais été capable de concrétiser cette transformation-là, de faire notre lancer pour le réceptionner parce que il y a le nouveau projet, OK, le client a aimé telle chose, il a voulu en faire plus. Fait que pour nous, c'est sûr que dans l'ADN d'Inmedia, on continue de faire du service pro parce que c'est une source pour nous d'innovation puis de voir qu'est-ce qui se passe, de réalité terrain. On aime cette énergie-là de travailler avec le client. Mais il y a cette difficulté-là, c'est-à-dire que est-ce que vous avez des employés qui eux autres ne travaillent juste à temps plein juste sur le produit, mais ils vont jamais en mandat client? Ça a été notre réalité. Au début, on se disait, on va faire ça comme n'importe quel projet. Fait que si j'ai un projet qui a besoin d'avoir de la programmation 15 heures par semaine à arrimer avec un autre partenaire, puis l'autre projet a besoin de 25 heures, ben OK, tu sais, je pouvais dire, je vais mettre une personne qui va faire les deux. Là, je simplifie un peu, là, tu sais. Je vais pouvoir faire une personne qui va faire les deux projets, context switch, c'est assez négligeable. On est capable de, tu sais, focuser ça en demi-journée, ça fonctionne bien. Puis on s'est rendu compte que les zones sont tellement différentes qu'on n'est pas capable de faire ça avec Follow My Bid. Puis ça aussi, c'était quand on était naïf, quand on essayait de faire ça initialement dans la première année, à tout bout de champ, on se tapait sur OK, on l'avait prévu, c'est dans l'horaire du monde, on va réussir à le faire, puis on n'était pas capable d'y arriver. Puis là, effectivement, on a du monde, ça a été dans nos réalisations, là, on va créer une zone. Parce que il y a quand même, on a parlé des zones en tant que c'était quoi les différentes zones, mais il y a quand même c'est quoi être une zone? Puis pour être une zone, ça vient avec beaucoup d'autonomie. Ça vient avec de l'espace pour pouvoir faire pouvoir créer ta business. Ça vient avec une latitude que tu n'aurais pas normalement. Fait que comme là, dans Follow My Bid, on a vécu des moments où on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. On a des experts qui sont là-dedans, qui gagnent des prix à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis que là, tout d'un coup, on n'était pas capable de les mettre sur le produit. Puis pour eux, ça crée de la frustration parce qu'ils auraient voulu être dessus, puis ils auraient voulu le faire parce que c'est un produit qui est intéressant avec lequel travailler. Puis à un moment donné, ça a été un constat pour nous de juste faire 2 pas de recul puis de dire, puis le livre nous confirme que c'est ça qu'il faut faire. Puis on n'avait juste pas ce réflexe-là, mais hey, on peut aller à l'externe nous autres aussi. Tu sais, c'est vraiment pas le regard qu'on a d'habitude quand tu es en service pro où ce que tu aides tes clients, puis tu grandis avec le compte, puis au fil des années, tu apprends à mieux te connaître, puis à te diversifier, puis tout ça. Là, je suis dans une zone où ce qui est important, c'est de rencontrer la date. Fait que j'investis, puis il faut que je rencontre cette date-là. Puis pour rencontrer la date, si la force, je suis pas capable de le trouver à l'interne, oui, des fois, tu sais, on parle avec des partenaires, puis tout ça, mais là, c'est vraiment, je suis capable de donner un contrat à quelqu'un de faire qu'est-ce que moi, là, présentement, je suis pas capable de faire moi-même parce que je sers mes clients puis le reste. Puis la réponse, c'est oui, là. Le contrôle aussi peut même être donné à votre service pro. Oui. En disant, regarde, tu sais, une relation fournisseur que pour les services pro, c'est comme si c'était un autre client qui vont servir aussi bien qu'ils servent les clients actuellement. Puis le seul défi, là, c'est comment financer parce que les autres services pro s'attendent qu'il y ait un chèque soit payé à un moment donné. Là. Oui. Ça, c'est un autre défi, là. Mario, on est à 1h10, là, avec les coupures, on va peut-être 5 minutes de moins, là, mais il serait temps de conclure. Ben, écoute, Guy, on va même garder ça dans le podcast, ce que tu viens de dire, parce que ça va donner un petit aperçu à nos auditeurs en arrière on va enlever la magie, finalement. Parce qu'on va fermer l'entrevue parce que effectivement, faut pas étirer ça trop parce que nos auditeurs, à un moment donné, il y a un certain temps qu'ils peuvent avoir d'attention. Patrick, merci beaucoup. Je pense que ça a été une bonne discussion, une bonne réflexion sur, puis j'espère pour nos auditeurs une bonne compréhension de ce que c'est Zone to Win. Puis, sur ce, on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation. On les revoit le mois prochain. Je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Merci Patrick, au revoir. Merci Guy, merci Mario, c'est très gentil d'avoir accepté. Bien content d'avoir fait ça avec vous, on se reprendra. À la prochaine. À plus. À la prochaine.